Bon, j'ai fait le tour, tous les étages sont sécurisés et le nid du dragon est dans la bulle. Mais il risque de pas apprécier l'expérience, donc faudra faire gaffe pour la promenade. Super. De mon côté, j'ai fini de tracer le cercle et les bougies à la cire d'Ibourg se sont allumées. Tout est prêt pour le sort. Tu tiens à ce point à changer de décor? Non, parce que celui-là il reste cool, iconique même. C'est vrai que cet artwork réalisé par Sean Lee, dont vous trouverez le profil ArtStation en description, est des plus qualitatifs. Mais on fait une nouvelle saison et une nouvelle émission, donc ce serait le moment d'avoir un décor bien à nous. Et puis, vu notre niveau, j'irai pas jusqu'à dire qu'on est iconique. Ouais, t'as sûrement raison. Mais tu sais, c'est pas bon de te sous-estimer à ce point. Je sais, j'y travaille encore. Alors, d'après ce livre, j'ai juste à prononcer la formule qui créera une grande lumière blanche et on aura notre nouveau fond. Ça a l'air aveuglant, je t'attends dans la pièce d'à côté. Ok. Au revoir, décor créé par Sean Lee. Tu auras été une ambiance fantastique. À la Kazam. Hocus Pocus. Redécorum. Waouh. J'étais pas sûre, mais là, je dois admettre que c'est impressionnant. Franchement, t'as bien géré. Ça va? Ah ouais, c'est vrai que ce sort demande beaucoup d'énergie. De l'eau. Bon, balancez le générique le temps que je m'occupe de la remettre en état. Rosebud. Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de décor, encore merci à Sean Lee pour l'année dernière, et je suis légèrement vannée. Alors, histoire de reprendre le rythme en douceur, on va plutôt faire un truc un peu différent. Ça fait un petit moment que j'ai eu envie de faire un truc plus podcast que j'ai fait jusqu'ici. Redesign continue, je vous rassure, c'est juste histoire de varier un peu les plaisirs. Donc, bienvenue à tous dans Dis les termes! L'émission qui décortique les codes des histoires. Et on commence sur les chapeaux de roue, j'adore cette expression, avec un genre qui a bien marqué la deuxième moitié des années 2010 et beaucoup plus vieux qu'on ne le pense et ne semble pas vouloir s'arrêter, les isekai. Ce terme qui veut littéralement dire autre monde désigne tout un sous-genre de la fantasy dont l'intrigue tourne autour d'un protagoniste qui se retrouve propulsé d'une manière quelconque dans un autre monde où il vivra des aventures diverses et variées. Si l'isekai moderne commence à mettre ses fondations en place vers la fin des années 2000, l'idée de voyage vers d'autres mondes est en fait beaucoup plus ancienne et universelle qu'on peut le penser. C'est juste que ces autres mondes étaient des endroits auxquels les humains ne pouvaient pas accéder facilement ou dont on ne pouvait pas revenir, comme les territoires des fées dans la mythologie celtique, l'Olympe dans la mythologie grecque, ou encore toutes les histoires où les héros se rendent dans le monde des morts. Avec l'évolution des civilisations et des courants de pensée, ce schéma s'est démocratisé et a permis son utilisation dans des récits moins théologiques. Ce qui fait que, techniquement parlant, Le Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Narnia, La Divine Comédie de Dante et Les États et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac sont des isekai en bonne et due forme. Le terme en lui-même et son utilisation par les médias et la communauté otaku sont cependant très récents, en grande partie à cause de la surabondance de ce type de récit après la diffusion de l'anime Sword Art Online, qui a codifié beaucoup de schémas réutilisés dans d'autres œuvres. Œuvre qu'on retrouve en abondance sur la plateforme Shosetsuka Ninaro, littéralement Devenons des romanciers, qui permet à des autoristes amateurs de publier et de partager leurs écrits avec le plus grand nombre. Peut-être avec une possibilité d'édition physique et d'adaptation sur d'autres supports à la clé. Si vous voulez un équivalent en Occident, je suppose que ce serait Wattpad. Grâce à cette plateforme, des tas de personnes peuvent écrire des histoires où le protagoniste, généralement un homme japonais moyen otaku sur les bords, se retrouve doté de pouvoirs cosmiques phénoménaux qui lui permettent de triompher de tous les obstacles en levant à peine le petit doigt et en écoutant les autres personnages, généralement féminins et bien clichés, chanter ses louanges ad nauseam. Ce genre d'histoire de garistou à la fraîche est appelé Narokei et constitue une catégorie à part entière de l'isekai moyen. Parce que oui, on peut diviser l'isekai en différentes catégories selon comment la protagoniste se retrouve dans l'autre monde. Le type invocation, ou shokan, dans lequel la protagoniste vit sa vie jusqu'à se faire emmener dans l'autre monde par ses habitants. En général, l'objectif est d'accomplir une mission ultra importante, en échange de quoi la protagoniste sera renvoyée dans son monde natal. Le type transfert, ou tenni, dans lequel la protagoniste est soudainement projetée dans l'autre monde sans comprendre comment ni pourquoi. Elle a juste marché sur la mauvaise tuile et à l'aventure compagnon, nous partons vers l'horizon. Et enfin, le type réincarnation, ou tensei,
dans lequel la protagoniste meurt de maladie, se fait assassiner par un kidam ou écrasé par ce bon vieux camion Kun. Puis son âme, sa conscience et ses souvenirs se retrouvent transférés dans l'autre monde sous une nouvelle apparence et un nouveau nom. Yel peut même changer d'espèce et devenir genre un slime ou une araignée. Et à partir de là, Yel va tenter de vivre une nouvelle vie avec les connaissances de la précédente. On pourrait croire que la méthode de transport n'a pas vraiment d'importance, mais en fait, elle peut aider à mettre en place les enjeux du récit et la psychologie due de la protagoniste. Si elle a été invoquée, les personnes de l'autre monde peuvent peut-être la renvoyer sur Terre. Mais est-ce qu'elles le veulent et où le peuvent vraiment ? Si elle a été transportée accidentellement, peut-être qu'il existe d'autres passages invisibles qui la ramèneront chez lui. Mais comment les trouver et où les ouvrir ? Si elle a été réincarnée, c'est clair qu'elle ne pourra jamais revenir sur Terre. Mais est-ce qu'elle sera toujours un être humain dans l'autre monde ? Et comment pourra-t-elle survivre si elle est une créature faible ? Est-ce que le temps s'écoule de la même manière dans les deux mondes ? Est-ce que la protagoniste partage les valeurs de son nouveau monde ? Va-t-elle tenter de changer le système en place ? Et est-ce qu'elle en a vraiment le droit en tant que partie étranger ? Ce sont des questions intéressantes qui peuvent être très bien exploitées dans le cadre de l'isekai. Mais comme beaucoup de genres surexploités dans un marché saturé, beaucoup de récits préfèrent jouer la carte de la sécurité en refaisant des histoires d'otaku embellis et surpuissants qui se débarrassent de leurs soucis d'un revers de la main et obtiennent toutes les faveurs de tous les personnages féminins hypersexualisés malgré la personnalité du protagoniste aussi fat que l'avoine. C'est pas un mal en soi. Toutes les histoires n'ont pas à être des récits posés et profonds sur la condition humaine. Parfois, 12 épisodes d'un quotidien simple de personnages simples qui veulent juste vivre leur vie simplement suffit pour contenter le public. C'est reposant et ça peut être bien fait selon comment c'est géré. Le souci, comme dans l'industrie du divertissement en général, c'est l'offre, la demande et la pression communautariste. La majorité des isekai modernes viennent de romans numériques écrits par des personnes familières de la culture otaku, qui écrivent donc ce qu'elles connaissent et ont rarement assez de recul pour comprendre les problèmes du milieu. Voire elles se complaisent dans leur déni des dits problèmes. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez où je veux en venir. Reiki Kawahara, auteur du roman original Sword Art Online, avait écrit un premier jet de l'histoire pour un concours d'écriture quand il était lycéen, et il n'avait que 26 ans quand il a commencé à le développer pour en faire ce qu'on connaît aujourd'hui. Par conséquent, il avait du mal à comprendre pourquoi c'est dégoûtant de menacer les personnages féminins de se f***ler uniquement pour l'attention dramatique. Il a demandé pardon depuis et, d'après ce que j'ai compris, il a de moins en moins utilisé ce point dans les tomes suivants. C'est tout à son honneur, mais le problème reste la vision que les otaku ont de leur propre milieu. Et je rappelle qu'au Japon, le terme otaku désigne des personnes quasi totalement déconnectées du monde réel et de la société, qui refusent de se remettre en question et aux tendances légèrement répréhensibles. Pour des personnes avec une telle psychologie, s'entendre dire que le problème ne vient pas d'elles, qu'il existe une réalité où leur passion pourrait les aider à survivre, obtenir tout ce qu'elles veulent et que tout le monde sera à leurs pieds, le tout en faisant le moins d'efforts possible, c'est juste ce qu'il faut pour leur faire cracher leur porte-monnaie. Et l'industrie du divertissement japonaise dépend quasi entièrement du pouvoir d'achat des otaku. Donc faut les garder dans leur cocon de déni pervers autocongratulatoire sans jamais leur demander de se remettre en question. Et plus on fait ça, plus elles en redemandent, plus on en produit, plus elles en consomment, plus elles en redemandent, et ainsi de suite. C'est un problème qui n'a pas vraiment de solution à court terme, à moins que tous les otaku du monde décident dès aujourd'hui d'arrêter de se comporter comme ça, ce qui a à peu près autant de chances d'arriver que de voir des flics arrêter de s'en prendre à des minorités et véritablement protéger les victimes de violences sexistes. Mais on a de la chance de vivre dans une réalité où la culture est plurielle et où il existe 1001 façons de réutiliser, déconstruire ou reconstruire des schémas d'histoire connus pour découvrir de nouveaux horizons via de nouvelles œuvres. Et je rappelle que c'est ça le principe de l'originalité, pas de sortir des concepts sans aucun lien les uns avec les autres. Donc, si vous avez envie de lire, regarder ou même d'écrire des isekai juste pour le kiff, faites-vous plaisir, mais ne vous enfermez pas dans un cocon de fanatisme pervers. Prenez du recul sur ce que vous consommez, comparez avec d'autres œuvres qui utilisent les mêmes schémas, réfléchissez à ce que le changement de monde peut apporter aux personnages, et surtout, amusez-vous, car dans l'écriture, rien n'est gravé dans le marbre. Elle est claquée ta blague. D'ailleurs, si vous voulez des références, je peux vous recommander les classiques Magic Knight Rayheart, Digimon Adventure, Inuyasha, Log Horizon, Hack.Sign et Monster Rancher. Et en titre plus moderne, il y a Mushoku Tensei Jobless Reincarnation, qui est un peu le grand-père des isekai modernes, Moi quand je me réincarne en slime,
où le protagoniste tente de créer une société paisible avec des monstres. Sekai Saiku no Assassin, dans lequel le protagoniste se retrouve chargé par les dieux d'éliminer l'élu qui sauvera l'autre monde de la destruction. La sorcière invincible tueuse de slime, où une employée qui s'est littéralement tuée au travail devient une sorcière surpuissante. Kumo desu ga, où la protagoniste décide de survivre en tant qu'araignée. Rising of the Shield Hero, où le protagoniste se retrouve à devoir protéger un monde qui le rejette et le déteste. Overlord, où le protagoniste gère une guilde de créatures assez hostiles aux humains. Yujo Senki Saga of Tanya the Evil, dans lequel nous suivons une fillette darwiniste sociale à l'extrême combattre dans une première guerre mondiale alternative. ReZero, où le protagoniste se la joue un jour sans fin en encore plus traumatisant. Et enfin Konosuba, qui est aux isekai ce que Camelot est aux légendes arthuriennes, une parodie affectueuse mais néanmoins critique, portée par une belle brochette de branquignoles. Mes 5 derniers exemples sont d'ailleurs réunis dans la série Isekai Quartet, qui est l'équivalent du MCU pour les isekai de la licence Kadokawa. Et pour les allergiques aux versions originales, il n'y a pas d'excuse car tous ces titres sont disponibles en français. À part Isekai Quartet, mais bon. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger le dragon en partant. J'avais prévenu qu'il serait grognon. Eh ben elle va être folklorique cette promenade.